Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps d'aborder un sujet qui touche beaucoup plus de monde, qui me touche personnellement et que j'ai vraiment envie de comprendre. Et donc ce sera un épisode un peu plus personnel, une tentative d'explication de quelque chose que je ressens, qui émerge pour le moment de plus en plus. C'est la peur d'assumer sa différence aujourd'hui dans le monde actuel. Et quand je parle de différence, je parle vraiment de ce que chacun vit très concrètement. L'impression de devoir rentrer aujourd'hui dans un format, d'adoucir ce qu'on est, de cacher ce qui dépasse un peu ou beaucoup, de taire ce qui pourrait déranger, ou même parfois de porter une étiquette qu'on n'a jamais demandée. Et on aurait pu attendre et s'attendre à ce que notre époque facilite tout cela. Après tout, je pense qu'on n'a jamais parlé autant de diversité, d'inclusion, d'authenticité. Mais dans la réalité, beaucoup de personnes me confient l'inverse. Elles n'ont jamais eu autant peur d'être elles-mêmes. Pourquoi ? Nous vivons un moment où un nouveau mode de pensée est en train d'émerger. Un mode de pensée plus nuancé, plus horizontal, plus inclusif, comme je le rêve. Et comme à chaque transition majeure, une partie de la société le sent et en a peur. Quand une vision du monde commence à perdre son influence, c'est automatique, elle se rigidifie. Elle devient plus binaire, plus stricte, plus moraliste. Ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Ce qui doit être dit et ce qui doit rester dans l'ombre. On n'est pas dans un débat politique. On est dans une mécanique humaine très simple. Quand un ancien cadre mental se sent menacé, il se défend. Et cette défense-là, aujourd'hui, elle se voit partout. Dans la montée des discours autoritaires, dans la peur de la nuance, dans la suspicion envers ce qui ne rentre pas dans les cases, dans le besoin absolu de ranger les gens par catégorie plutôt que de les rencontrer. Le paradoxe, c'est que plus le nouveau mode de pensée progresse, plus l'ancien se crispe. Et c'est précisément dans cette tension que nous vivons. Alors oui, oser sa différence dans ce contexte demande une forme de conscience. Parce que ce n'est pas seulement être soi, c'est être soi dans un monde qui n'a pas encore appris à accueillir toutes les manières d'être humain. Et cet épisode, j'ai envie de le consacrer à ça, très modestement, à comprendre ce qui se passe réellement, à mettre de la lumière sur cette transition que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer, à explorer pourquoi il peut être si difficile de montrer sa singularité quand les repères se battent entre eux. Et surtout, à ouvrir une perspective, celle d'un monde où les différences ne sont pas des drapeaux qui divisent, mais des ressources qui enrichissent. Parce que je suis convaincu d'une chose. Nous ne sommes pas en train de revenir en arrière. Nous sommes en train de traverser l'inconfort d'un monde ancien qui refuse de disparaître, pendant qu'un monde plus ouvert tente de naître. Mettre de la conscience sur cet enjeu, c'est déjà y contribuer. C'est choisir de ne pas céder à la rigidité. C'est décider d'incarner l'espace d'après. Alors, prenons ce temps ensemble aujourd'hui pour comprendre et pour regarder comment, chacun à notre manière, nous pouvons oser notre différence sans peur et même en faire une force.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir à un point essentiel pour bien poser le décor. Quand je parle de différence, de quoi est-ce que je parle vraiment ? Parce que si l'on veut comprendre pourquoi c'est devenu si délicat d'assumer sa singularité, il faut commencer par élargir le regard. La différence, ce n'est pas un statut particulier. Ce n'est pas réservé à quelques profils hors normes. Ce n'est pas une case de plus dans la longue liste des identités possibles. La différence, c'est tout ce qui nous rend humains. Et c'est à partir de là que j'aimerais ouvrir cet épisode. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de la différence, il faut commencer par quelque chose de simple. Nous sommes tous différents. Alors ça peut paraître évident, mais on l'oublie très vite. Parce que dans l'imaginaire collectif, la différence s'est réduite à quelques caractères visibles. Un profil neuroatypique, une orientation sexuelle différente, une origine, un handicap, un haut potentiel, une multipotentialité, comme si seules certaines personnes pouvaient se sentir en décalage. En réalité, la différence est beaucoup plus vaste. Elle touche absolument tout le monde. Juste, elle ne touche pas au même endroit. Il y a les différences que l'on voit et celles que l'on ressent en silence. Il y a celles qu'on revendique et celles qu'on cache pour avoir la paix. Il y a les différences qui attirent l'admiration et celles qui, dans certains contextes, attirent le jugement. La vérité, c'est que chacun porte une manière unique de penser, de sentir, d'apprendre, d'aimer, de réagir, de créer, bref, d'habiter le monde. Chacun a un système intérieur, une sensibilité particulière, une logique qui lui est propre. Même deux personnes qui se ressemblent beaucoup extérieurement ne vivent jamais la réalité de la même façon. Et pourtant, dans nos environnements sociaux, professionnels, familiaux, cette diversité naturelle passe souvent par un filtre qui valorise ce qui ressemble et qui interroge ce qui s'écarte. C'est là que tout commence. Parce que la difficulté d'oser sa différence ne vient pas du fait d'être hors norme. Elle vient du fait que la norme, dans certaines périodes de l'histoire, devient plus étroite, plus exigeante, plus rigide. Lorsque l'ancien mode de pensée resserre son emprise pour ne pas disparaître, tout ce qui n'entre pas parfaitement dans son cadre est perçu comme un risque, une anomalie ou même une provocation. Alors que fondamentalement, la différence n'a jamais été un problème. Elle est même le moteur de l'évolution humaine. C'est grâce à elle que les cultures naissent, que les idées progressent, que les sociétés se transforment, que les individus trouvent leur place singulière. Mais pour pouvoir jouer ce rôle, encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer. Avant d'aller plus loin, c'est important de reconnaître cela. Si vous avez parfois l'impression d'être en décalage, d'être trop, pas assez, ou simplement pas comme les autres, vous n'êtes pas une exception. Vous êtes un être humain. Et dans un monde qui se crispe, la différence n'est pas un obstacle. Elle ne doit pas être vue comme un obstacle, mais plutôt comme un repère. Un repère de ce qui veut évoluer, de ce qui cherche à émerger, de ce qui ouvre une brèche vers autre chose. Maintenant que le cadre est posé, une question émerge naturellement. Si la différence est aussi universelle, aussi humaine, aussi nécessaire, pourquoi devient-elle aujourd'hui si difficile à assumer ? D'où vient ce climat où l'on marche sur des œufs, où l'on surveille ses mots, où l'on craint le jugement ou l'exclusion ?
simplement parce qu'on pense ou qu'on ressent autrement. Pour comprendre pourquoi il devient plus complexe d'assumer sa différence aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe à une échelle plus large que celle de nos vies individuelles. Un ancien mode de pensée sent qu'il est en train de perdre son influence, tandis qu'un mode de pensée plus ouvert, plus horizontal, plus nuancé, commence à émerger. Et comme toujours dans ces moments de transition, il y a de la résistance. Les repères qui structuraient la société pendant des décennies vacillent. Les certitudes se fissurent. Les modèles s'essoufflent. Les formes d'autorité traditionnelles ne fonctionnent plus. Et face à cela, une partie du monde se crispe, car c'est tous leurs repères qui partent en fumée. On le voit dans le ton des débats publics, dans la manière dont on parle de bien ou de mal, comme si tout devait être rangé dans 2 colonnes, dans le retour à des discours très stricts, très moraux, très tranchés, très extrêmes, dans la peur de la nuance, de la complexité, de ce qui ne peut pas être résumé en un titre ou une étiquette. Ce n'est pas seulement un débat d'idées, c'est une bataille de vision du monde. D'un côté, une vision qui a besoin d'ordre, de certitude, de frontières bien dessinées, d'idées uniques, et qui brûle tout ce qui pourrait faire vaciller cet ordre-là. Et puis de l'autre côté, une vision plus récente, plus ouverte, qui accepte l'idée que le monde est multiple, nuancé, mouvant, une vision qui valorise la diversité, la collaboration, la co-construction, une vision qui voit la différence non comme un risque, mais comme une ressource. Et c'est précisément parce que cette nouvelle vision avance que l'ancienne se contracte. C'est mécanique. Quand un cadre mental se sent menacé, il se rigidifie. Ce mouvement, on le retrouve partout. Dans les réactions très vives face à ce qui sort du cadre, dans la montée du « on doit penser pareil pour être ensemble », dans la difficulté à accepter des identités multiples, dans le besoin de classer, d'étiqueter, de simplifier, ce qui est complexe, dans le fait de considérer la différence comme un affront plutôt que comme une possibilité. Et derrière tout cela, il y a une peur du monde qui est en train d'arriver, en train d'émerger. Un monde qui demande plus de maturité émotionnelle, plus d'écoute, plus de flexibilité intérieure. Un monde où la vérité ne se résume plus en une seule phrase. Un monde où l'on ne peut plus se contenter de dire « c'est comme ça ». Un monde qui valorise la nuance plutôt que l'obéissance. Et pour ceux qui ont construit leur sécurité sur les certitudes anciennes, sur un ordre bien établi, sur une manière unique de définir ce qui est juste, ce monde nouveau est déstabilisant. C'est ce choc entre 2 visions du monde qui crée cette tension actuelle. Et c'est dans cette tension-là que la différence devient un enjeu. Elle signale qu'un autre rapport au monde est possible. Et dans un système qui tente de se maintenir en place, tout ce qui annonce l'après devient suspect. C'est ce contexte qui rend aujourd'hui l'expression de la singularité, de la différence, parfois plus délicate qu'avant. Alors, ça ne sera pas toujours. Ce ne sera pas partout, bien sûr, ne généralisons pas, mais suffisamment souvent pour que beaucoup le ressentent. Alors dans ce paysage, où 2 visions du monde cohabitent et se heurtent, une question importante se pose. Est-ce réellement plus difficile qu'avant d'assumer sa différence ? Face à ce contexte où un ancien monde se crispe et où un nouveau tente d'émerger, on pourrait être tenté de dire « oui, c'est devenu plus difficile qu'avant d'être soi ». Et en partie, c'est vrai. Aujourd'hui, la pression sociale se déplace partout. Elle se vit dans les entreprises, sur les réseaux, dans les familles, dans l'espace public, jusque dans la manière dont on exprime une opinion ou une émotion. La moindre prise de position aujourd'hui peut être commentée, interprétée, critiquée, jugée. On marche parfois sur la ligne fine entre être soi et ne pas déranger. Cette pression avait toujours existé, bien sûr, mais elle prend aujourd'hui une intensité différente pour une raison simple.
Dans un monde qui se divise entre deux visions opposées, chaque geste est scruté comme une déclaration d'appartenance. Et c'est là que la différence peut devenir délicate, parce qu'elle est immédiatement perçue non pas comme une richesse personnelle, mais comme un symbole, comme un camp, comme un positionnement. C'est en tout cas ce que veulent nous faire croire ceux qui s'accrochent à cet ancien monde. À certains endroits de notre planète, cette rigidité s'exprime de manière extrême. Dans d'autres, elle se fait plus subtile. De ce point de vue-là, oui, être différent demande aujourd'hui parfois plus de courage qu'hier. Simplement parce que la société laisse moins de zones neutres. Mais la nuance est essentielle, car en même temps que cette rigidité progresse, quelque chose d'autre se produit. Jamais nous n'avons eu autant de langage pour parler de notre singularité. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour comprendre ce qui nous rend uniques. Jamais nous n'avons eu autant d'espaces, associations, communautés, cercles, formations, mouvements, où la différence est non seulement acceptée, mais recherchée. Il existe aujourd'hui des environnements où être soi n'est pas une prise de risque, mais une réelle contribution. Où la diversité n'est plus un slogan, mais vraiment une manière de fonctionner. Où la complexité humaine n'effraie plus, mais inspire. Alors, est-ce vraiment plus difficile qu'hier? La vérité, c'est que nous vivons les deux réalités en même temps. Nous sommes dans un moment charnière. Un pied dans un monde qui se ferme, un pied dans un monde qui s'ouvre. Et selon l'endroit où l'on se tient, selon les personnes avec qui l'on vit, selon le milieu dans lequel on évolue, l'expérience ne sera pas la même. Pour certains, la singularité est aujourd'hui mieux accueillie qu'elle ne l'a jamais été. Pour d'autres, elle est devenue beaucoup plus risquée. Ce n'est donc pas un avant-après, c'est un ici et là, un encore et un déjà. Ce paradoxe, c'est exactement ce que l'on ressent dans cette période de transition. De la tension, mais aussi des ouvertures, de la résistance, mais aussi du mouvement, de la peur, mais aussi plein de nouvelles possibilités. Et c'est précisément cette tension qui explique pourquoi le sujet de la différence prend autant de place aujourd'hui. Quand on parle de différence, un mot revient très vite. Étiquette. Dans un monde en transformation, où les repères se déplacent, où les visions du monde se bousculent, l'étiquette est devenue un réflexe collectif. Ben oui, l'étiquette, elle rassure, elle simplifie, elle permet de dire rapidement « voilà qui tu es », voilà ce que tu penses, voilà où te ranger. Et au départ, cela part souvent d'un bon sentiment. Parce qu'une étiquette peut offrir une première compréhension. Elle peut mettre des mots sur un fonctionnement. Elle peut créer un sentiment d'appartenance, une forme de « toi aussi, tu es comme moi ». Dans un monde fragmenté, cette reconnaissance-là, avouons-le, elle fait du bien. Mais l'étiquette a un revers. Et un revers que nous voyons s'accentuer aujourd'hui. Car plus la société se rigidifie, plus les étiquettes deviennent des frontières. Dans de nombreux contextes, l'étiquette ne sert plus à comprendre, mais à classer, à repérer qui est avec qui pense quoi, qui appartient à quel camp. Et cela crée un effet paradoxal. Chacun se regroupe derrière sa différence, non plus pour exister, non plus pour incarner, mais pour se défendre. On voit des groupes se construire autour d'une caractéristique unique, comme si toute la personne se résumait à cela, comme si l'étiquette devenait plus importante que l'être humain qui la porte. Dans ces moments-là, la société cesse d'être inclusive. Elle devient segmentée. Chacun derrière son drapeau identitaire, chacun protégé par son groupe, chacun persuadé d'être incompris par les autres. Et plus les étiquettes se multiplient, moins l'espace commun existe. Et le paradoxe, c'est que ce phénomène contribue à la survie de l'ancien monde.
Ce mouvement nous concerne tous, même ceux qui ne revendiquent aucune différence particulière. Parce qu'un environnement saturé d'étiquettes nous pousse malgré nous à choisir, à nous aligner, à nous taire, à nous opposer. C'est là que la vraie différence, celle qui fait votre unicité, devient dangereuse pour le système. Elle montre que l'individu ne peut pas être réduit à une seule dimension. Elle dépasse la case, elle trouble les règles, elle remet en question un cadre mental qui cherche à rester en place. Et c'est précisément pour cela que la différence devient parfois difficile à vivre aujourd'hui, parce qu'elle échappe au contrôle des étiquettes. Pourtant, la solution n'est pas de supprimer les étiquettes, car comme je l'ai dit, elles aident à comprendre, à reconnaître, à expliquer. Mais la solution, c'est de les remettre à leur juste place. C'est un outil. Ça n'a rien à voir avec l'identité. C'est une indication. Ce n'est pas une frontière. C'est un point de départ et ce n'est pas une conclusion. Parce que dès qu'une étiquette devient un mur, elle éloigne l'autre au lieu de le révéler. Quand on regarde la rigidification actuelle, la multiplication des étiquettes, la tension entre deux visions du monde, on pourrait se demander comment fait-on pour avancer là-dedans ? Comment fait-on pour oser sa différence sans s'opposer, sans se cacher, sans se justifier en permanence ? Et il n'y a pas de recette simple. Mais il existe des pistes, des manières d'être, des orientations intérieures qui permettent de circuler dans cette période de transition avec plus de liberté. Et la première piste, c'est élargir sa manière de penser. Parce que tout commence là, dans la capacité à voir la nuance, à tenir deux vérités en même temps, à accepter que chacun regarde le monde depuis une fenêtre différente. Ça paraît évident, mais aujourd'hui c'est devenu un véritable acte de maturité. Penser de manière souple, c'est déjà sortir du cadre. La deuxième piste, c'est déplacer son attention. Nous vivons dans une époque où tout pousse à la réaction. Réagir à un commentaire, réagir à un désaccord, réagir à ce qui nous heurte. Sortir du cadre, c'est passer de la réaction à la relation. C'est choisir de rencontrer l'autre avant de l'interpréter. C'est poser une question au lieu de tirer une conclusion. C'est chercher à comprendre plutôt qu'à classer. La troisième piste, c'est reprendre du pouvoir sur son identité intérieure. Tant que l'on attend la validation extérieure, le regard des autres dicte nos choix. Dans un monde crispé, ce regard devient imprévisible, parfois violent, souvent polarisé. Alors que la vraie base, la seule vraiment stable, c'est une identité qui se construit à l'intérieur. Savoir ce que l'on vaut, ce qui compte, ce que l'on veut défendre, ce qu'on est prêt à incarner, cette stabilité-là permet d'oser davantage, non pas contre le monde, mais vraiment à partir de soi. La quatrième piste, c'est choisir l'essentiel, les relations qui nourrissent. On sous-estime l'impact de l'environnement humain. Certaines personnes élèvent, ouvrent, rendent possible. D'autres réduisent, contrôlent, épuisent. Sortir du cadre, c'est parfois déplacer 1 millimètre dans ses fréquentations. Se rapprocher de ceux qui comprennent. S'exposer un peu moins à ceux qui jugent. Créer un espace où l'on peut respirer. Et cela change tout. On l'a déjà vu dans plusieurs épisodes de ce podcast. Enfin, il y a une cinquième piste et elle demande du courage. Ne pas répondre à la rigidité par la rigidité. C'est le piège de notre époque. Quand un système devient binaire, la tentation est de devenir binaire en retour. Quand un discours devient extrême, la tentation est de brandir un discours extrême pour compenser. Mais cela ne fait que renforcer les murs. Sortir du cadre, c'est refuser de devenir le miroir de ce qui nous dérange. C'est rester capable de nuances dans un monde qui la perd. C'est répondre avec complexité là où l'on voudrait nous enfermer dans le simplisme.
C'est choisir la conscience plutôt que la réaction, la maturité plutôt que l'agressivité, l'ouverture plutôt que la peur. Parfois c'est discret, parfois c'est intime, mais ce sont ces choix-là, silencieux et constants, qui transforment durablement nos manières d'être. Dans ce paysage où les étiquettes se multiplient, où les visions du monde se confrontent, où la différence devient tour à tour un étendard, un refuge ou un risque, une question revient sans cesse. Comment rassembler sans uniformiser? Comment créer un espace où chacun peut être pleinement soi, sans devoir se battre pour exister, sans devoir prouver sa légitimité, sans devoir justifier ce qui fait sa singularité? Et c'est là que se situe l'idée de l'autre potentiel. Vous le savez, ce n'est pas une identité supplémentaire, ce n'est pas non plus une case de plus à cocher. L'idée de l'autre potentiel, c'est exactement l'inverse de tout cela. Ça part d'un principe simple. Toutes les différences ont leur place dans un monde qui se construit. Et pas seulement les différences visibles, pas seulement celles que l'on connaît bien, pas seulement celles qui sont valorisées dans les discours publics, mais toutes, les sensibles, les intuitifs, les analytiques, les rapides, les lents, les créatifs, les rationnels, les multipotentiels, les discrets, les atypiques, les gays, et tous ceux qui ne se reconnaissent dans aucune catégorie, mais qui sentent qu'ils ne pensent pas le monde comme on leur a appris à le penser. L'autre potentiel, c'est un espace mental, un espace où chaque personne peut entrer avec son histoire, son rythme, ses forces, ses contradictions, ses besoins, et c'est possible. Dans un monde crispé, ce type d'espace est devenu rare, parce que beaucoup d'identités collectives se définissent aujourd'hui par opposition, nous contre eux. Ceux qui pensent comme nous contre ceux qui pensent autrement. L'idée de l'autre potentiel est construite autrement. Il rassemble sans exclure. Il accueille sans catégoriser. Il reconnaît sans réduire. Il invite à être soi, sans faire de sa différence un drapeau contre les autres. La singularité n'y est pas un outil de séparation, mais une matière première, une ressource humaine, une manière de contribuer au monde plutôt que de le diviser. Ce n'est pas une identité fixe, c'est une dynamique intérieure, celle de dire « je ne suis pas là pour ressembler ». Je suis là pour apporter quelque chose de vrai, de vivant, de personnel qui me ressemble. Dans un moment de l'histoire où les cadres anciens tentent encore de tenir, où les visions binaires résistent, où les murs se dressent plus vite que les ponts, l'autre potentiel propose une autre orientation, celle de relier. Relier les différences, relier les visions, relier les sensibilités, relier les façons d'être au monde, et surtout, relier les personnes à elles-mêmes. Parce que c'est là que commence l'inclusion, quand chacun peut exister sans renier ce qu'il est, et sans exclure ce que l'autre est. Dans un monde fragmenté, cette manière d'être devient une forme d'avenir, un avenir où les différences ne sont plus des frontières, mais des portes d'entrée vers quelque chose de plus humain. Quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, tendu, polarisé, traversé par plusieurs visions qui s'affrontent, on pourrait penser que la rigidité l'emporte, qu'il devient chaque jour plus difficile d'être soi, que les murs se renforcent plus vite que les ponts. Mais ce serait oublier une chose essentielle. Chaque transition majeure dans l'histoire passe d'abord par une période de crispation. Toujours. C'est un signe que quelque chose d'ancien résiste parce que quelque chose de nouveau s'installe. Et ce nouveau, il n'arrive pas par la force. Il n'arrive pas par la masse. Il arrive par une minorité consciente, une minorité qui accepte la nuance, qui pratique l'ouverture, qui refuse la simplification excessive, qui ose être elle-même sans écraser les autres. Les chercheurs parlent d'un point de bascule. Environ 15% de personnes conscientes et engagées suffisent pour transformer un système entier. 15%. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas la majorité. À peine une minorité active. Pourquoi 15%? Parce qu'une minorité qui incarne déjà un nouveau mode de pensée
influence le comportement des autres. Elle va inspirer plutôt que imposer. Elle montre que d'autres manières de vivre, de communiquer, d'exister sont possibles. Et peu à peu, le reste de la société s'ajuste. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous n'avons jamais été aussi proches d'un monde plus ouvert, plus inclusif, plus mature. Regardez autour de vous, dans les cercles professionnels, dans les familles, dans les communautés, dans les jeunes générations, dans les espaces de développement personnel, dans les initiatives locales, citoyennes, créatives. Partout, on voit apparaître des personnes qui vivent déjà dans ce nouveau cadre mental, qui pensent autrement, qui entrent en relation autrement, qui travaillent autrement, qui élèvent leurs enfants autrement. Ce mouvement est là. Il est discret, mais il est réel et il grandit. Dans ce contexte, oser sa différence n'est pas seulement un choix personnel, c'est une contribution, une manière d'aider ce monde qui arrive à prendre forme, une manière de soutenir cette transition sans bruit, sans violence, sans affrontement. Chaque personne qui s'autorise à être elle-même avec conscience, pas contre les autres, mais avec sa propre verticalité intérieure, devient l'un de ces 15%. L'un de ceux qui aident l'ancien monde à s'apaiser et le nouveau à se déployer. Dans un monde qui traverse une telle transformation, oser sa différence, ce n'est plus un acte individuel, c'est un acte collectif, un acte de construction, un acte d'avenir. Et si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, surtout si vous êtes encore là, il y a de fortes chances que vous fassiez déjà partie de ces 15%. Si je devais résumer tout ce que nous venons de traverser, ce serait ceci. Nous ne vivons pas simplement une période mouvementée, nous vivons un passage entre un monde qui cherche à rester tel qu'il a été et un monde qui tente de naître. Un passage où la rigidité n'est pas un retour en arrière, mais le dernier réflexe d'un ancien cadre mental qui se défend. Un passage où la différence devient à la fois un risque et une ressource, à la fois un défi et une clé. Et dans ce contexte, il n'est pas étonnant que beaucoup se sentent en décalage, qu'ils aient l'impression d'être trop pas assez, à part ou simplement autrement. Mais ce décalage n'est pas un défaut, c'est un indicateur. Le signe que vous percevez déjà quelque chose du monde qui arrive. Le signe que votre manière de penser, de ressentir ou d'agir n'est pas un obstacle, mais une possibilité. Oser sa différence aujourd'hui, ce n'est pas se rebeller, ce n'est pas s'opposer, ce n'est pas provoquer. Oser sa différence, c'est continuer d'être soi dans un monde qui hésite encore sur sa direction. C'est soutenir silencieusement l'émergence d'un mode de pensée plus conscient, plus ouvert, plus mature, plus collectif, plus inclusif. C'est refuser de se laisser réduire à une étiquette sans pour autant renoncer à ce qui nous rend uniques. C'est faire partie des personnes qui, par leur manière d'être, rendent possible ce basculement dont on a parlé. Ces fameux 15%. Ceux qui influencent non par le volume, mais par la cohérence. Non par la force, mais par la clarté intérieure. Dans une période de transition, chaque personne qui ose être elle-même, avec nuance, avec conscience, avec intégrité, devient un point d'appui pour les autres. Un repère. Une preuve vivante qu'il existe une autre manière d'habiter le monde que celle proposée par les discours rigides. Alors si vous avez parfois l'impression de ne pas entrer dans les cases, de ne pas fonctionner comme la majorité, sachez que ce n'est pas un handicap, c'est votre contribution. Parce que dans un monde qui se cherche, les différences conscientes ne divisent pas, elles éclairent. Merci d'avoir partagé ce moment jusqu'au bout, merci d'avoir ouvert cet espace de réflexion et merci vraiment d'oser votre manière unique d'être au monde. À très bientôt pour un prochain épisode.